Avant ça, je travaillais à Paris, où je suis née, et je bossais dans l'audiovisuel et le graphisme. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé cette voie et que ça ne soit pas resté une simple utopie ou un simple projet. Chaque fois que je venais ici, au moment d'en repartir, c'était un déchirement et j'avais l'impression d'aller m'enfermer dans un petit appart à Paris et je devenais progressivement agoraphobe, complètement neurasthénique. Alors qu'ici, je me sentais physiquement bien, j'avais l'impression de découvrir pour la première fois que j'avais un corps, que j'avais des bras et des jambes et ce que c'était que de respirer pleinement. Au début, je ne souhaitais pas être militante et j'ai découvert que chaque fois que je voulais faire entendre mes droits, ça devenait un combat pour faire reconnaître le fait que j'étais une femme, que j'étais indépendante, que j'étais mère célibataire, que je faisais certains choix techniques dans les races que je voulais élever. J'ai pas pris de vacances depuis 10 ans, si j'ai peut-être pris 3-4 jours. 3-4 jours à la Toussaint, parce que la Toussaint, c'est le moment où il y a beaucoup moins de travail. Je ne me suis jamais absentée de bergerie. Donc je ne sais pas quelle tête elle ferait si ça arrivait qu'elle voyait quelqu'un d'autre leur distribuer le foin. Elles sont tellement gourmandes que ça passerait très bien. Alors les grandes, faut me laisser ouvrir. Voilà. Il y en a derrière les filles, hein. Et il y en a 2 qui n'ont pas pigé le truc. Et il y a de la place pour tout le monde. Je vis depuis 1 an parce que j'ai fini de rembourser mes emprunts il y a 1 an. Mais pendant les 7-8 premières années, c'était de la survie hyper angoissante parce qu'en fait, j'avais des gros emprunts à rembourser. Et donc, je ne me payais que un quart de SMIC, un tiers de SMIC, un demi-SMIC. Ça a grandi progressivement. De nos jours, 130 brebis, ça ne permet pas de générer assez de revenus pour payer une seule personne. En France, on considère que pour faire vivre une personne, il faut élever 600 brebis. Il est évident qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, quitter une ville, quitter un revenu fixe pour se retrouver sans rien à la campagne. Il faut aller le plus tôt possible se confronter au réel. La plus grande désillusion, ça a été de voir à quel point l'administration est un rouleau compresseur pour les petits agriculteurs atypiques comme moi et à quel point tout est fait pour qu'on s'en sorte pas. À la fois l'intimidation, les décisions politiques, qu'elles viennent de la région ou de l'Europe. Ça, la découverte de la réglementation à la tête du client et tout ça, ça a été la chose la plus violente que j'ai découverte. Alors, est-ce que ça va? Yeah! Dans des petites exploitations comme la mienne, l'équilibre économique ne permet pas ni de mécaniser quoi que ce soit, ni d'acheter du matériel hyper pratique. On est obligé de bosser comme au Moyen-Âge. Hop, est-ce que ça... Oui, ça va peut-être se casser la figure. Attendez les meufs, attendez. Je fais au mieux. Je me suis installée quand j'avais 31 ans et là j'en ai 40. Et je vois bien que ma manière de travailler est sans doute pas durable physiquement jusqu'à ce que j'ai 65 ans. Puisque comme tout est très basé sur ma force physique et ma capacité à faire les choses moi-même, à la main, ça me paraît difficilement envisageable d'être toujours à escalader des barrières et à sauter comme ça dans 25 ans. On va voir s'il y a des naissances depuis 3 heures, parce que je suis venue il y a environ 3 heures. Celles qui ont un énorme gros ventre comme celle-là, ça doit pas tarder. Dans les cases, celles qui ont déjà mis bas, alors pas elle parce qu'en fait elle a mis bas et elle a laissé mourir ses 2 agneaux. Toi tu es une greluche et donc elle est punie puisqu'elle est en tarissement. C'est-à-dire qu'elle est toute seule, sans eau et sans alimentation, pour que ses mamelles puissent arrêter de produire du lait et que ça ne s'engorge pas et que ça ne tourne pas à l'infection. Donc elle vit son deuil et elle est punie. Celui-là, il est né il y a 2 jours, donc peut-être bien qu'il va sortir aujourd'hui.
Une fois qu'ils ont passé 3 jours dans des cases individuelles avec leur maman, je les mets souvent dans des cases à 3 ou 4 brebis avec les agneaux, puis dans des cases à 10 brebis pour pas qu'ils soient trop impressionnés dès le début. C'est vraiment des petits choix qui n'ont pas l'air très stratégiques, mais qui parfois peuvent conduire à ce qu'un agneau se développe bien ou se développe pas du tout. Regarde. Oui, c'est bien, viens. Regarde, il est là, il est là. Non, c'est lui. Viens. Merde. Viens, il est là. Hop. Hop. Ça va? Même si l'agneau, il tente de téter un peu tout le monde, bon bah il va découvrir que quand on se prend un coup de tête, c'est que c'était pas la bonne maman. Pour qu'il puisse avoir accès au pré-salé, la réglementation, c'est de les castrer. Sauf si on veut en faire un bélier. Donc il faut que je décide ça dans les 2-3 jours qui viennent. Ça et ça. J'ai appris tout ça au lycée agricole. J'ai refait des études et c'est génial de reprendre des études quand on sait à quoi ça va servir. Attention, ça va piquer. Oui, c'est courageux de ta part, mais le pire est à venir. Là, on va le castrer. En fait, ça consiste à poser un petit élastique sur les testicules. En fait, le petit élastique serre très fort et puis progressivement, ce n'est plus irrigué et le sang ne circule plus. À côté, il y a des gros grands qui vont y avoir droit. On retrouve mon numéro d'élevage, c'est-à-dire que même s'il est vendu à l'étranger ou si je le vends à l'autre bout de la France, sur sa boucle, c'est sa carte d'identité. Bon, allez, un dernier candidat. Personne ne se dévoue. Je vous comprends. Celles-là sont que des brebis dont j'ai choisi, que j'ai choisi une par une en disant toi, t'es belle, t'es prometteuse, tu vas devenir une maman. Alors je suis bavarde, donc je leur parle beaucoup. Ça va? Je pense que comme tous les animaux, elles ressentent dans le ton de voix si on leur veut du bien. L'endroit où je travaille, l'endroit où elles vivent et ce qui fait la spécificité de mon élevage, c'est les prés salés. Et ce sont des surfaces d'herbe qui sont recouvertes chaque mois par les grandes marées. Elles peuvent donc se nourrir quasiment toute l'année en étant en liberté sans avoir besoin qu'on leur donne de la nourriture artificielle. Donc par rapport à mes valeurs d'élevage, c'est vraiment important puisqu'elles vivent à leur rythme, elles broutent l'herbe qu'elles veulent à leur rythme et elles peuvent circuler sur 300 hectares. Il y a tellement d'éleveurs, à la fois des éleveurs de vaches mais aussi des éleveurs de moutons, dont les animaux ne broutent plus d'herbe. Des animaux qui sont tout le temps enfermés et qui mangent du foin ou des céréales, ou du maïs, encore pire. Donc défendre le lien des animaux à l'herbe, c'est assez militant. Et comme c'est très rare de trouver de la viande uniquement issue d'animaux à l'herbe, ça en fait une viande de grande qualité. Avoir réussi à créer un troupeau et fait ma place ici, ça me donne du sens, c'est positif et nécessaire. Si j'étais restée à Paris, j'aurais pas trouvé ma voie et j'aurais été malheureuse.